Nous en sommes déjà arrivés à la quatrième capsule pour le cours de la semaine de la première semaine. Je vais aborder maintenant une section du cours qui s'avère contenir des notions qui vont être complètement nouvelles pour vous. Donc on pourrait même considérer qu'à ce stade-ci, la partie, disons, dite revision, Euh, des notions que vous aviez vues en alliage léger. Les trois premières capsules, comme je l'avais mentionné, là, comme vous l'avez remarqué, c'était des notions dans lesquelles euh, vous aviez vous aviez étudié les aciers à l'état d'équilibre. Maintenant, nous entrons de plein pied dans des notions nouvelles sur lesquels sont basés les traitements thermiques, entre autres, et plus particulièrement de trempe des aciers, où on met en jeu les transformations dites hors d'équilibre. Donc, à l'inverse des transformations à l'équilibre, nous allons aborder maintenant les transformations hors d'équilibre. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que on a vu précédemment que l'atome de carbone qui est inséré dans les sites octaédriques à travers la matrice métallique du fer, particulièrement celle cubique face centrée, donc en l'occurrence le sténite, ben, on a vu qu'il est possible pour l'atome en carbone de changer de site, de diffuser entre les atomes de fer, comme il est montré sur l'image ici. Donc, il est possible au carbone de diffuser et ainsi de suite de voyager d'un site à l'autre à travers le fer. Donc, c'est ce qui permettait, entre autres, les transformations à l'équilibre, l'apparition de cémentite et de ferrite à partir de l'austénite lors du refroidissement lent. Et j'avais expliqué aussi que qu'est-ce qui permet aux atomes de carbone de changer de site ainsi, ben c'est en passant entre les atomes de fer et finalement en profitant de l'agitation thermique des atomes de fer. Donc c'est ce qui permet là, aux atomes de carbone de diffuser d'un site à l'autre. C'est grâce au mouvement d'oscillation des atomes à haute température. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus la température est élevée, ce qui correspond à une amplitude d'oscillation plus grande et aussi la fréquence d'oscillation qui augmente. Ce qui permet au carbone de beaucoup plus facilement de changer de site. Donc les atomes de fer entre elles agissent littéralement comme des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Un peu comme les portes d'un ascenseur qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc, quand on pénètre dans un ascenseur, bien entendu, là, on attend que la porte s'ouvre. C'est ce que le carbone fait euh, pendant le mouvement d'oscillation des atomes de fer à haute température. Donc, les atomes de fer oscillent autour de leur position, comme on a vu. La température est une manifestation de cette agitation des atomes. Donc, c'est pas la température qui crée l'oscillation, c'est l'inverse. C'est l'oscillation des atomes, donc un gain d'énergie qui se manifeste par une oscillation d'amplitude plus élevée et de fréquence plus grande qui crée la température. Donc plus le mouvement oscillatoire des atomes est rapide et de grande amplitude, plus la température est élevée et plus il est facile aux atomes de carbone de diffuser. À l'inverse, quand il y a un abaissement de température, ben, il est de moins en moins facile à l'atome de carbone de diffuser parce que lors de la baisse de température, les atomes de fer, ben, ils perdent de l'énergie par convection, par rayonnement, par conduction. Par exemple, lorsque vous avez un acier qui au départ a séjourné dans un four, par exemple, à 850 degrés C, et qu'on retire cette pièce-là pour la faire refroidir à l'air ambiant, bien, par l'énergie, elle est dissipée par rayonnement.
elle est dissipée par convection avec l'air. Donc les atomes oscillent de moins en moins rapidement et surtout d'amplitude de moins en moins élevée. Et donc, les portes s'ouvrent de moins en moins grandes et le carbone a de plus en plus de difficultés à changer de site et à diffuser. Donc, à l'inverse, plus la température est basse et plus il est difficile aux atomes de carbone de diffuser. Refroidissement à l'équilibre. On avait vu que lorsque le refroidissement s'effectue à l'équilibre, ben, l'austenite, lorsqu'on atteint la température de transformation eutectoïde, par exemple, ben, l'austenite qui est encore présente avant la ligne A1, ben, se transforme simultanément en ferrite et cémentite pour créer de la perlite. Lors de la transformation eutectoïde, plus le refroidissement est lent, plus longue est la durée pendant laquelle l'acier est chaud. Quand l'acier il refroidit très lentement, ben, il est chaud plus longtemps. Plus rapide et facile est la diffusion du carbone. Donc, pendant le moment où l'acier refroidit lentement, il est chaud plus longtemps et c'est d'autant plus facile pour le carbone. Au moins, il y a plus de temps pour diffuser rapidement si on veut. Donc, ça va lui permettre d'aller plus loin parce que s'il fait chaud longtemps, c'est que le carbone, pour lui, il est capable de diffuser facilement longtemps. Donc, il peut aller plus loin. Il peut diffuser, il peut quitter un site, puis aller diffuser assez loin. Loin, c'est relatif. Là, on est à l'échelle atomique, mais il peut quand même parcourir une bonne distance dans le métal. Puis, ce qui va d'autant permettre facilement la diffusion du carbone vers les zones prédestinées à devenir du carbure de fer. Et le carbone va quitter plus facilement aussi les zones appauvries en carbone pour éventuellement voir l'apparition de la ferrite. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que pour faire donc de la perlite, il faut que le carbone puisse diffuser facilement, assez longtemps, pour créer des zones appauvries et des zones enrichies. Donc, ça, c'est super important à comprendre. Le facteur temps est donc essentiel à considérer pour prédire la microstructure obtenue au terme d'un refroidissement de l'acier. Mais le diagramme d'équilibre que vous connaissez, qui prédit les phases en fonction de la teneur en carbone et de la température, ben, il ne tient pas compte du temps. Donc, il ne connaît pas le temps, le diagramme d'équilibre. Pourtant, le temps est important pour savoir quelle phase qu'on va avoir. Donc, le diagramme d'équilibre n'est pas capable de prédire les phases. Il n'est capable de prédire les phases qu'à condition que le refroidissement soit suffisamment lent, donc à l'équilibre. Donc, quand que le diagramme vous dit, ben, quand vous refroidissez un acier qui contient 0,6% de carbone à partir de l'austenite, puis que le diagramme d'équilibre vous dit, ben, on va avoir à la fin du refroidissement, dans l'ambiante, de la ferrite primaire puis de la perlite, puis le pourcentage, un certain pourcentage de perlite puis un certain pourcentage de ferrite primaire, ben, ça prend pour acquis que le refroidissement est très lent. C'est la condition pour respecter le diagramme d'équilibre. Mais quand le refroidissement, il est pas lent, quand il est rapide, qu'est-ce qu'on va avoir à partir de l'austenite? Donc, c'est la question qu'on va se poser maintenant. Et que se passe-t-il lorsque le refroidissement est rapide? Que se passe-t-il au niveau de l'atome de carbone? Que se passe-t-il au niveau de la transformation allotropique du fer? Quel changement dont on va être témoin par rapport à un refroidissement lent lorsque le refroidissement est à l'inverse plus rapide? Donc, c'est vers là qu'on s'en va maintenant. Si le refroidissement est trop rapide, le diagramme d'équilibre, il n'est plus valide. Donc, le diagramme d'équilibre, dans le domaine du traitement thermique des aciers, c'est un outil qui est plus ou moins utile.
Donc, c'est peut-être dommage à entendre de votre côté, là, parce que vous avez beaucoup mis de temps et d'énergie à comprendre le diagramme d'équilibre. Le diagramme d'équilibre, il est utile dans pour les recuits, mais il n'est pas si utile que ça pour étudier les trempes. Parce que le diagramme d'équilibre ne permet de prédire les phases que lors des refroidissements lents. Et le diagramme d'équilibre, d'autant plus qu'il ne prédit que les phases qui nous donnent les structures les plus molles. Et étant donné que les aciers sont intéressants parce que ils peuvent être très résistants, ben, le diagramme d'équilibre devient un outil qui devient limité pour étudier l'acier pour obtenir de sa part des résistances mécaniques optimum. Donc, on va faire pour l'instant une croix sur le diagramme d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'oublier. Au contraire, il est très important, le diagramme d'équilibre, pour comprendre de manière générale les aciers. Sauf que maintenant, on se dirige vers des considérations plus représentatives de l'acier lors des transformations hors d'équilibre. Donc, on va mettre de côté pour l'instant le diagramme d'équilibre et on va se diriger vers d'autres outils qui vont nous permettre de bien étudier l'acier à l'état hors d'équilibre. Et justement, le nouveau diagramme que je vous montre ici représente, à toute fin pratique, le squelette, si on veut, d'un nouveau diagramme qui, lui, va être utile pour étudier l'acier à l'état hors d'équilibre pour finalement considérer des refroidissements plus rapides. Et là, je vous dis que c'est un squelette parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Là, ce n'est qu'un graphique avec des quadrillages. Remarquez qu'en axe vertical, on a la température. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le squelette d'un diagramme appelé transformation refroidissement isotherme, abréviation TRI. Vous avez la température en axe vertical. Vous avez le temps en axe horizontal, ce qu'on n'a pas dans le diagramme d'équilibre. Et là, le temps est exprimé. Portez attention sur l'échelle. Le temps est exprimé selon 3 unités. Vous avez les secondes, les minutes, ainsi que les heures. Autre remarque à faire concernant l'échelle de temps, c'est qu'il n'est pas sous une échelle linéaire, il est sous une échelle logarithmique. Donc, si vous remarquez, là, si on voit les temps en secondes, là, ça part à presque 0, 0,5 secondes. Et puis là, à l'autre bout du graphique, on est à 100 000 secondes. Et même chose pour les heures, là, on a à 3600 secondes, ça correspond à 60 minutes, 1 heure. Donc, ça va de 0 heure environ à 24 heures. Donc, l'échelle, elle est bien entendu comprimée de manière logarithmique. Et pourquoi? Ben, parce que si on décidait de prendre une échelle de temps linéaire, on aurait des graphiques beaucoup trop gros, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les premières secondes. Donc, on ne peut pas se permettre de comprimer la zone de temps entre, disons, 0 et 100 secondes. Mais aussi, il peut se passer des choses à des temps beaucoup plus longs. Donc, si on utilisait une échelle linéaire, on aurait des graphiques là, très très grands. On ne pourrait pas les représenter dans un livre ou dans une représentation sur un diapo PowerPoint, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une échelle logarithmique. Donc, le diagramme TRI permet de prédire la transformation d'un acier lorsqu'il est maintenu à température constante en bas de la température eutectoïde. Remarquez sur le graphique qu'il y a une ligne pointillée identifiée comme étant A1 à peu près 723 degrés C. Vous remarquez que ça correspond à la température, à la ligne eutectoïde pour les aciers hors carbone ordinaires, pour le diagramme d'équilibre. Ben, la ligne eutectoïde, elle est présente aussi dans le diagramme TRI,
mais par un pointillé et clairement identifié comme étant A1. Et en haut du pointillé, la zone, la partie supérieure du graphique, ben, ça correspond à l'austenite stable. Comme dans le diagramme d'équilibre, ben, dans le cas d'un 1080 par exemple, si je reviens en arrière, là, ben, mettons si vous considérez un acier contenant 0,8% de carbone, ben, si aussitôt que je suis en haut de 723, ben, je suis dans la zone monophasée austenitique, donc j'ai de l'austenite stable cubique à face centrée. Donc, c'est pour ça que là, vous avez le pointillé A1 à 723 et la zone supérieure à A1 identifiée comme étant de l'austenite stable. Voilà. Maintenant, si je poursuis, dans les diagrammes TRI, le temps est représenté à l'axe horizontal sur une échelle dite logarithmique. Les températures généralement en degrés C, mais on peut aussi les retrouver en degrés Fahrenheit. La ligne pointillée qui représente A1. La zone au-dessus représente l'austenite stable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire plusieurs expériences à l'aide d'une pastille en acier, de plusieurs pastilles en acier en réalité. Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser des pastilles d'acier très minces qui sont représentées en haut de l'écran. Tous des pastilles identiques, du même alliage, en l'occurrence des aciers ordinaires qui contiennent tout 0,8% de carbone. Donc, on va s'imaginer qu'on dispose de ces pastilles-là. On va toutes les ajouter dans un four de traitement thermique, ajusté à une température au-dessus de 723 degrés C. Donc, on va chauffer les pastilles à 800 degrés C pour assurer la mise en solution complète. Et on va les laisser séjourner un temps minimum pour faire en sorte que on ait tout le 0,8% de carbone dissous uniformément dans la matrice de chacune des pastilles. Et là, à partir de ces pastilles-là, on va fabriquer le diagramme TRI de l'acier ordinaire au carbone contenant 0,8% de carbone, en l'occurrence, là, en pratique, identifié comme étant l'acier 1080. Donc, vous voyez, là, sur le diagramme d'équilibre, on chauffe environ un petit peu en bas de 800. Et puis là, on va procéder à des refroidissements. Donc, on va faire ce qu'on appelle des refroidissements isothermes. Donc, 6 pièces, très minces, d'acier ordinaire, non allié, contenant 0,8% de carbone, soit la composition eutectoïde. Observons ce qui se passe au niveau des transformations après mise en solution à 780 degrés C de chacune de ces pièces dans un four de traitement thermique à atmosphère protégée. Donc, on va s'imaginer en plus que l'atmosphère du four, elle est protégée. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'on va voir plus tard dans la session, peut-être vous l'avez déjà vu aussi dans l'alliage ferreux, c'est que lorsque les aciers sont chauffés à haute température, il y a deux phénomènes chimiques qui ont lieu. C'est que d'une part, le fer a tendance à s'oxyder avec l'oxygène de l'air, mais il y a aussi un phénomène de décarburation. Les atomes de carbone à la surface ont tendance aussi à réagir avec l'oxygène de l'air et aussi la vapeur d'eau. Donc, de sorte que le carbone peut être évacué de la pièce et quitter la pièce. Donc, pour empêcher ça, on va s'imaginer qu'on a recours à une atmosphère protégée. Donc, on peut fabriquer des atmosphères spécifiques, des mélanges d'azote, d'hydrogène et de monoxyde de carbone, par exemple, qui sont des atmosphères très utilisées pour protéger les aciers afin de les empêcher de décarburer lors du chauffage, lors de l'austenisation. Et là, ce qu'on va faire, à tour de rôle, à tour de rôle, on va sortir chacune des pastilles et très rapidement, on va les immerger dans des bains de sel fondus
ajustés à différentes températures en bas de la température de 723. Donc, en pratique, là, dans l'industrie, on peut recourir à des bains de sel ajustés à des températures là, qui peuvent aller de 700 degrés C jusqu'à 150 degrés C environ. Donc, du sel, pas de l'eau salée, là, mais vraiment des sels en état de fusion, dont les points de fusion, dont le point de fusion est dépassé dans un four spécial qui contient le sel. Puis on peut immerger les pièces d'acier là-dedans et les laisser séjourner un certain temps. Donc, on va faire ce qu'on appelle un refroidissement isotherme, c'est-à-dire que l'acier va être porté rapidement à une température inférieure à la température de mise en solution, ici étant de 780 par exemple, et va être maintenu à la nouvelle température plus basse pendant des temps définis. Donc, l'acier est maintenu à la même température. C'est pour ça qu'on appelle ça un refroidissement isotherme. Iso, ça veut dire égal, même temps, la même. Therme, c'est température. Donc, la pastille maintenue en bas de 723 à la même température dans le bain de sel. C'est ce que ça veut dire refroidissement isotherme. Et là, je vous ramène le squelette de notre futur diagramme TRI. Et ce que vous voyez, là, les flèches, là, représentent le refroidissement de la première pastille. Donc, retrait d'une première pastille du four. On ajuste le bain de sel à 700 degrés C. Donc, et là, on va sortir la pastille du four de traitement thermique et très rapidement plonger la pastille dans le sel à 700. Et à partir du moment où la pastille est dans le bain de sel et qu'elle atteint très rapidement la température de 700 degrés C en quelques fractions de seconde, on va regarder, on va s'imaginer qu'on a des yeux magiques et puis qu'on est capable de voir les phases de la pastille pendant son séjour dans le bain de sel. Donc les phases et les transformations. Et en même temps, on va enregistrer le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la pastille est dans le bain de sel, on part un chronomètre et on enregistre le temps. Donc, ce qu'on remarque, c'est que lors des 50 premières secondes, après le début d'immersion au bain de sel à 700 degrés C, l'acier 1080 demeure 100% austénitique. Donc, même si l'acier est en bas de 723, donc selon le diagramme d'équilibre, là, en bas de 723, on est censé avoir présence de ferrite et de cémentite. Ben, ce qu'on remarque, c'est que, en réalité, ça ne s'est pas fait instantanément. Donc, entre 0 et 50 secondes, on a toujours et encore de l'austenite. Et à la 50e seconde, le point identifié comme TD, TD qui veut dire température de début de transformation, ben, la réaction eutectoïde débute. Donc là, l'austenite, on voit à partir des joints de grains de certains grains d'austenite, on voit les germes de cémentite apparaître et adjacents aux germes de cémentite de chaque côté, les zones ferritiques aussi qui commencent à apparaître. Et là, ça va croître. On l'a vu là, dans une capsule précédente, que lorsque l'austenite se transforme en perlite, c'est pas instantané, c'est progressif. Donc, ça prend un certain temps encore pour compléter la transformation, pour que que le grain d'austenite ou tous les grains d'austenite puissent avoir été transformés entièrement en perlite. Donc, dans le cas précis d'un maintien d'un acier 1080 à 700 degrés C, donc on voit ici, là, j'ai montré, j'aurais pu faire apparaître ça avant, mais on voit que on est à TD là, à 50e seconde, on voit la situation où les germes de cémentite commencent à apparaître en bord de grain. Puis à partir, bon, c'est ça. Et puis,
plus tard. Donc, ce délai de 50 secondes avant le début de la transformation est lié à deux phénomènes. Donc, avant d'expliquer ce qui se passe après, c'est d'expliquer pourquoi il y a un délai de 50 secondes. Bien, c'est que c'est en lien avec le pouvoir de diffusion du carbone dans l'austenite. On avait vu que avant que les zones appelées à devenir de la cémentite deviennent de la cémentite, commencent à devenir de la cémentite, ben, il faut suffisamment de carbone. Au départ, là, les zones, c'est 100% sténétique partout. Donc, il faut que le carbone diffuse avant. Il doit, avant qu'il y ait apparition de cémentite, il faut que ce soit précédé dans certaines zones austénétiques d'un enrichissement en carbone. Donc, il faut que le carbone ait le temps de diffuser pour faire en sorte qu'on arrive à des zones ou à des points d'amorce dans lesquels le ratio atome de carbone puisse être de 1 pour 3 atomes de fer, ou en pourcentage massique, 6,68. Donc, l'endroit où la cémentite va germiner, au départ, elle contient 0,8% de carbone, mais avant qu'on atteigne 6,68, ça prend un apport en carbone venu d'ailleurs, et ça prend un temps pour ça. Les atomes de carbone ne se téléportent pas, ils diffusent. Donc, c'est pour ça, c'est le délai est en partie dû de 50 secondes à la diffusion du carbone qui est nécessaire avant la création de cémentite. Il y a un autre facteur qui va jouer aussi sur le temps, c'est l'énergie de transformation allotropique du fer. Et ça concerne plus la ferrite. Ben, pour que les atomes de fer, qui au départ sont empilés en cubiques à face centrée, l'austenite, bon, ben au départ, là, ce que ça prend, c'est qu'il faut que l'austenite se débarrasse du carbone. Donc oui, il y a des zones enrichies en carbone, ça va être appelé à devenir de la cémentite, mais à côté, c'est l'inverse. Il y a l'austenite qui est en train de se débarrasser du carbone, de l'évacuer. Et les atomes de fer, eux, ils attendent. Pour que les atomes de fer puissent être capables de se mouvoir et de se réempiler en cubiques centrés, ça leur prend une certaine marge de manœuvre. Et s'il y a trop de carbone d'insérer dans les sites, ça empêche les atomes de fer de se réempiler dans le nouveau mode d'empilement à l'équilibre, en l'occurrence le réseau cubique centré. Donc ça aussi, ça contribue à retarder l'apparition des phases d'équilibre, donc la ferrite. Donc la ferrite, pour qu'elle puisse être capable d'apparaître, il faut qu'au départ, qu'il y ait le carbone qui a été suffisamment évacué. Donc tout ça ensemble, ces deux facteurs-là, vont contribuer à un délai plus ou moins important à partir du moment où l'acier est porté à une température en bas de la ligne eutectoïde. Donc, pour que les atomes de fer puissent se réorganiser de cubique à face centrée à cubique centré, ils doivent attendre que les atomes de carbone soient suffisamment évacués ailleurs, donc vers les germes de cémentite. Les atomes de fer ont besoin de marge de manœuvre pour se réorganiser, comme je viens de dire. Et là, ce qui se passe, c'est qu'après TD, là, les germes de cémentite vont se développer. La ferrite va apparaître aussi. Plus la température de refroidissement isotherme est rapprochée de la température eutectoïde, donc on voit ici, là, vous voyez, à 700 degrés C, on n'est pas beaucoup plus bas, on est que 23 degrés C en bas de la ligne eutectoïde qui sépare l'austenite stable de la perlite stable. Donc, plus le refroidissement isotherme est élevé et rapproché de A1, plus l'énergie de transformation allotropique est faible. Donc, l'énergie qui permet aux atomes de changer d'empilement, la transformation allotropique. Plus elle est faible,
et plus la concentration en carbone nécessaire pour la réorganisation des atomes de fer doit être faible aussi. Donc, ce qui retarde d'autant le début de la transformation étectoïde. Donc, une autre façon de dire les choses, là, c'est que à 700 degrés C, on est un peu à la limite, là. On n'est pas profondément à basse température dans la stabilité de la ferrite. Ce qui fait que les atomes de fer, lorsqu'on fait un isotherme à une température très élevée, juste un petit peu en bas d'A1, ils ne sont pas très pressés de se réorganiser de cubique face centré à cubique centré. Parce que, bon, ils sont proches de l'austénite, ils se considèrent encore un peu comme devant rester austénite, parce que c'est chaud. Et puis, donc, vraiment, là, ils n'ont pas beaucoup d'énergie pour se transformer. Puis les atomes de carbone, là, les empêchent. Donc, c'est un peu comme si les atomes de fer, là, la force qu'ils ont pour se transformer de cubique face centré à cubique centré est faible. Ils sont paresseux. Donc, ils vont avoir besoin qu'il y ait beaucoup d'atomes de carbone qui est évacué pour avoir le goût et la force, finalement, de subir la transformation allotropique. Donc, ça retarde d'autant plus le début de la transformation étectoïde, donc l'apparition de la ferrite. Et puis là, ben, ça continue. On sait que la transformation eutectoïde, elle est progressive. Elle s'étend dans le temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, la réaction eutectoïde va être complète et que tout le grain au départ qui était austénitique va se transformer en perlite, comme on a déjà vu dans une capsule précédente. Et on peut enregistrer, après le temps de début de transformation, on finit par enregistrer le temps que ça a pris à la seconde où la perlite, vraiment, il n'y a plus d'austénite, qu'on n'a que de la perlite, ben, ça correspond au temps de fin de transformation. Donc, dans le cas d'un 1080 maintenu isotherme à 700 degrés C, ben, ça prend 30 minutes pour compléter la transformation eutectoïde. Donc, on identifie par un point au temps de 30 minutes, identifié par la flèche qui est là. Et vous voyez le résultat en métallographie. On a une structure perlitique. On est en mesure de distinguer les lamelles de ferrite et de cémentite. Voilà. Donc, ça, c'est refroidissement isotherme à 700. Donc, là, vous me voyez venir, là. On a fait ça à 700, mais est-ce que ce serait intéressant de le faire à une autre température? À une autre température de sel et savoir et voir qu'est-ce qui se passe. Bien entendu, on a 6 pastilles. Donc, on va le faire aussi pour les autres pastilles. Donc, retrait d'une deuxième pièce du four d'osténisation et immersion immédiate dans un bain de sel ajusté à 630. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, vous avez ici les temps de début et de fin de transformation. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que tant le délai de début de transformation que le délai nécessaire pour terminer la transformation à 630 degrés C, ça a été beaucoup plus rapide. Donc, la perlite est apparue après seulement 3 secondes après le début de l'immersion, puis tout s'est terminé à peine 17-18 secondes. Donc, c'est une très grande différence par rapport au cas précédent, la température de 700, où ça a pris 30 minutes. Qu'est-ce qui explique ce délai plus court à plus basse température? Donc, la transformation débute plus tôt, soit après 3 secondes, et se termine à peu près après 15 secondes, ou 18 secondes environ. Donc, qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'on est à une température plus basse. Donc, la température de refroidissement isotherme est plus éloignée de la température eutectoïde. Tantôt, on était à 23 degrés C. Là, maintenant, on est à presque 100 degrés C d'écart.
Donc, on est plus profondément dans la stabilité de la ferrite. Ce qui fait que la ferrite, la structure cubique centrée, elle a plus d'énergie, elle est plus forte. Donc, ce qui fait les atomes de fer sont plus d'énergie que dans la température précédente pour réaliser la transformation allotropique de cubique face centré à cubique centré. Ils sont moins paresseux. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont être capables de se transformer, même s'il y a encore des atomes de carbone dans l'austenite qui n'a pas quitté encore. Donc, l'atome de fer est capable de se transformer de cubique face centré à cubique centré pour une teneur en carbone plus élevée qu'il a été capable de le faire à 700. Donc, il va faire sa transformation plus tôt. D'autant plus qu'en même temps, la température étant plus basse, la vitesse de diffusion du carbone a baissé. Mais quand même, les atomes de fer ont plus d'énergie pour réaliser la transformation allotropique. Donc, par rapport à la température de 700, pour 630, les lamelles de perlite obtenues sont plus fines. Vous voyez le résultat, là? Donc, vous avez la deuxième métallographie obtenue pour un refroidissement isotherme à 630 degrés C. Ben, on a encore de la perlite, sauf que elle est plus mince. Vous voyez, les lamelles, elles sont plus minces que dans le cas précédent. Voilà. Et pourquoi que les lamelles sont plus minces? C'est parce que, à plus basse température, les atomes de carbone diffusent moins bien. Ils vont moins vite, donc ils vont moins loin. Donc, si les atomes de carbone sont capables d'aller moins loin, ça fait que chaque morceau de cémentite a donc eu moins de carbone pour fabriquer la lamelle. Donc, des lamelles moins grosses. Donc, c'est pour ça qu'on a des lamelles plus fines pour un refroidissement isotherme à plus basse température. Et si on continue pour une troisième pastille, cette fois-ci immergée dans un bain de sel maintenu à 550 degrés C, donc encore plus bas comme température, mais la logique, elle est respectée. On s'attend à ce que, bien entendu, on ait un début de transformation pour un délai encore plus court, et même chose pour le temps de fin de transformation. Donc ici, la transformation débute après 1,5 secondes seulement après le début de l'immersion, et après 5 secondes, tout est terminé. Et le résultat qu'on obtient, c'est encore de la perlite, mais encore plus fin. Donc, pour la même raison que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est que en même temps, là, pourquoi que c'est plus tôt? Ben, premièrement, c'est parce que les atomes de fer ont encore davantage d'énergie pour effectuer la transformation allotropique. Donc, ils peuvent se permettre de le faire pour des teneurs en carbone encore plus élevées dans l'austenite. Donc, plus tôt. Et en même temps, le carbone diffuse moins bien encore. Donc, des cémentites d'encore de moins en moins épaisses. Donc, ça donne des lamelles de perlite plus fines, autrement dit, comme résultat. Quatrième pastille, immergée dans un bain de sel à 450 degrés C. Et là, vous voyez deux changements importants que vous êtes en mesure de remarquer. Vous pensiez peut-être que la tendance allait se maintenir, qu'on allait obtenir une espèce de courbe logarithmique asymptotique et qu'elle allait se terminer à 0,5. Eh bien non. Ce qu'on remarque, et ce qui est contraire à ce à quoi on s'attendait, c'est qu'à 450, ça recommence à prendre plus de temps pour le début de transformation et la fin de transformation. Donc, on a même l'équivalent de ce qu'on avait à peu près à 630 degrés C, malgré que le temps de fin de transformation nécessaire a été plus élevé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui explique ça?
Donc, la transformation débute et se termine plus tardivement que pour la température précédente. Qu'est-ce qui explique ça? C'est que, je vous le rappelle tantôt, il y a deux facteurs qui influencent le délai de transformation. L'énergie de transformation allotropique, mettant en jeu à la fois la stabilité du réseau cubique face centré versus la stabilité du réseau cubique centré, et le pouvoir de diffusion du carbone. Là, ce qui retarde, c'est que du point de vue des atomes de fer, du point de vue de la transformation allotropique, les atomes de fer ici ont encore plus d'énergie pour réaliser la transformation allotropique parce qu'on est encore beaucoup plus profondément dans la stabilité de la ferrite à plus basse température. Donc, on aurait dû s'attendre à ce que la transformation débute encore plus tôt qu'à 550. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Parce que là, il y a un facteur qui commence à prendre le dessus sur le pouvoir de transformation allotropique, qui est le pouvoir de diffusion du carbone. À 450 degrés C, le carbone commence à avoir beaucoup de difficultés à se déloger de ses sites octaédriques respectifs et à diffuser. L'agitation thermique des atomes de fer est beaucoup moins intense. C'est un peu comme si vous essayiez de rentrer dans un ascenseur puis que les portes s'ouvrent à peine, là, l'espacement entre les deux portes là, est tout juste là, pour que vous puissiez vous mettre de côté là, puis de passer dans l'ascenseur. C'est beaucoup moins facile et les atomes de carbone donc diffusent beaucoup moins rapidement et facilement. Et puisque l'apparition de la cémentite, elle est tributaire, elle est dépendante de la diffusion du carbone, ben là, on commence à avoir de sérieuses difficultés à fabriquer les lamelles de cémentite. Parce que pour faire de la cémentite, ça prend du carbone qui soit capable de diffuser. Et là, vous voyez le résultat au niveau métallographique que ça donne. La quatrième métallo, ce n'est pas de la perlite. Donc, ce que vous voyez comme résultat, c'est une nouvelle structure. Donc là, c'est nouveau pour vous autres, parce que ce que vous connaissez en microstructure à venir jusqu'à maintenant de la part des aciers, c'est la ferrite, l'austenite, la cémentite, la perlite. Bon, la perlite qui est un mélange en lamelles de cémentite et de ferrite. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est une nouvelle structure qui s'appelle la bénite. Donc, la bénite, c'est quoi? Donc, la bénite, c'est un mélange de ferrite et de cémentite. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est de la perlite. Non. C'est que pour que ce soit de la perlite, il faut que ce soit des lamelles. Tandis que la bénite, la cémentite et la ferrite ne sont pas organisées entre elles sous forme de lamelles superposées. Ce que vous avez, ce sont des agrégats de cémentite. J'essaie de trouver la bonne... des agrégats de cémentite qui sont identifiés en blanc sur la métallographie, dispersés à travers un fond de matrice ferritique. Donc ça, c'est la bénite. Et la bénite, c'est une structure qui est très intéressante du point de vue des aciers. Parce que pour un même taux de carbone, la bénite, elle est plus dure et résistante que la perlite. Puis, elle offre quand même une bonne ténacité. Application classique de la bénite, de l'acier à l'état bénitique, les lames de chasse-neige contiennent à peu près justement autour de 0,7-0,8% de carbone. Les lames de chasse-neige sont utilisées à l'état bénitique. C'est un moyen assez économique et efficace d'aller chercher à la fois une bonne résistance à l'usure et une bonne ténacité. Parce que lorsqu'on est une lame de chasse-neige, ça prend deux qualités un peu opposées. Ça prend une très grande résistance à l'usure pour pas que la lame s'use très rapidement et que pour espacer le plus possible les périodes d'usinage et de réaiguisage de la lame et d'entretien. Mais ça prend aussi une certaine résistance au choc, hein, parce que les routes, les rues,
Ce n'est pas des tapis parfaits. Il y a beaucoup d'imperfections et les lames subissent des chocs lors du travail du chasse-neige. Donc, la structure bénétique offre un bon compromis entre la ténacité et la résistance à l'usure. Transformation bénétique en isotherme. Donc, dépendamment de la température de refroidissement isotherme, on distingue deux types de bénite. Donc, il y a la bénite supérieure et il y a la bénite inférieure. Ces deux types de structures bénitiques sont le résultat d'une transformation isotherme. Donc, autrement dit, là, vous avez ici la bénite supérieure, illustrée en rose, la bénite inférieure, illustrée en vert. Donc, vous avez les zones. Et là, j'ai été un petit peu rapidement avec ça, mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir. Là, je me rends compte que j'ai peut-être parlé de ça un petit peu trop tôt. Je vais terminer mon intervention avec mes pastilles auparavant, avant de parler spécifiquement de la bénite. Voilà. OK. Donc, je vais revenir là-dessus un peu plus loin, dans une autre capsule, probablement. Si je continue l'expérience avec les pastilles, il nous reste encore à ce stade-ci, là, on a utilisé 1, 2, 3, 4 pastilles. On va sortir une cinquième pastille du four, maintenue à 780 degrés C. Celle-là, on va l'immerger dans un sel ajusté à 300 degrés C. Et on va faire le même travail, c'est-à-dire qu'on va identifier le temps pour lequel la transformation débute, austenite à ferrite cémentite, et qu'elle se termine. Donc, vous voyez que dans ce cas-ci, le retard de transformation, là, il est quand même assez élevé. Ça prend à peu près environ une trentaine de secondes là, pour que la transformation débute. À peu près presque l'équivalent du premier cas à 700 degrés. Et ça prend un temps assez long pour que ça se termine. Là, ça prend 1 heure. Donc, c'est pour la même raison qu'avec 450 degrés C. C'est-à-dire que le carbone diffuse très mal et ça crée un retard très important pour l'apparition des phases de cémentite et de ferrite. Et la bénite qu'on obtient à 300 degrés C au bain de sel, ben, ça donne une bénite encore avec des morceaux de cémentite plus fins. Pourquoi? Parce que là, le carbone diffuse très mal. Chaque germe de cémentite reçoit un apport en carbone très pauvre, ce qui fait que ça fait des petits morceaux de cémentite, mais plus nombreux et mieux dispersés que de la bénite précédente. Encore là, cette cémentite-là va se retrouver dans une matrice ferritique. Donc, on a une bénite encore plus fine et en termes de propriétés mécaniques, ça donne une bénite plus dure et résistante que la bénite précédente à cause d'une meilleure répartition des phases de cémentite. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est qu'on est en train de fabriquer un diagramme TRI. Il s'agit de relier ensemble les courbes de début de transformation. On va relier ensemble aussi tous les points de fin de transformation, ligne rose et ligne bleue respectivement. Donc, la courbe rose, début, la courbe fin en bleu. Là, on génère des zones. On a aussi placé une ligne pointillée exactement à mi-chemin entre les courbes de début et de fin de transformation, qui représente les temps de transformation de 50% de transformation. Et j'ai mis en évidence ici en rose dans le diagramme, donc toute la zone qui est entre l'axe de température complètement à gauche et la courbe de début de transformation. Et en bas de la ligne pointillée A1, cette zone-là correspond à la zone d'austenite instable. Donc, cubique face centrée instable. À l'inverse de la zone en haut qui est l'austenite stable, c'est que dans cette zone-là, c'est qu'on a de l'austenite, mais elle est instable. Ça veut dire qu'elle va se transformer éventuellement.
vous avez de l'autre côté tout ce qui est à droite de la courbe de fin de transformation, la zone bleue. La zone bleue correspond au mélange cémentite-ferrite, que ce soit à travers la perlite ou la bénite. Donc, vous remarquez là que la partie supérieure, c'est les temps pour lesquels on a fait apparaître de la perlite, et pour les températures de transformation qui ont été plus basses, c'est de la bénite qui est apparue. Et là, j'ai placé une courbe, une droite verte, là, qui va donc établir une frontière divisée en deux, toute la zone. Et là, je vais utiliser un nouveau terme pour décrire qui est en lien avec la forme du diagramme, le nez, parce que ça ressemble à un nez, la courbe. Donc, le nez est divisé en deux parties, partie supérieure et inférieure, en l'occurrence la perlite et la zone bénitique. Perlite, partie inférieure correspond à la bénite. Voilà. Petite parenthèse ici, c'est que en réalité, lorsqu'on fait un traitement isotherme à très haute température, très près de la ligne A1, dans certains cas, là, on n'aura pas de la perlite. Ce qu'on va avoir, c'est de la sphéroïdite. Donc la cémentite, au lieu d'être en lamelle, elle va être plutôt en forme de boule. Et ça va donner la microstructure que vous voyez complètement à droite de l'écran, là. Vous avez déjà observé ce genre de structure-là, probablement en alliage ferreux. Donc, c'est blanc partout, sauf qu'il y a des cercles de noir. Donc, c'est les cercles étant la cémentite qui est distribuée à travers la ferrite. Donc, il peut apparaître ça aussi, tout dépendant des conditions, à la place de la perlite, dans un contexte de refroidissement isotherme à une température très élevée, quelques degrés seulement en dessous de la ligne A1. Donc, le carbure de fer sphérique distribué dans la ferrite représente à toute fin pratique le niveau absolu de stabilité et d'équilibre entre le fer et le carbone. Donc, la cémentite en sphère, c'est plus stable que la cémentite en lamelle. Donc, la diffusion du carbone est tellement facile que la forme de la cémentite qui est obtenue est plus forme de boule, donc de sphère, à ce moment-là. Puis, c'est utile d'avoir une structure sphéroïdisée en pratique parce que ça permet d'entretenir les outils, comme les lames, par exemple, de chasse-neige, pour les usiner dans leur fabrication ou dans leur entretien. Il est pratique de transformer la structure à l'état sphéroïdisé avant l'usinage ou l'entretien des pièces d'outils comme les mèches ou les lames. Donc ça augmente fortement, la structure sphéroïdisée permet d'augmenter de manière assez importante l'aptitude à l'usinage, communément appelée l'usinabilité. Donc très souvent, avant de réaiguiser des outils de coupe ou des lames de chasse-neige, on va faire un traitement thermique de sphéroïdisation. Et ensuite, on va recourir à l'entretien, à l'usinage. Et ensuite, on va refaire le traitement pour revenir à l'état bénitique. Donc, la cémentite sphéroïdisée. Pourquoi que ça s'usine mieux? Bien, ici, vous avez une représentation d'une structure perlitique. Donc, la cémentite est représentée par des traits noirs là, dans la structure. Lorsqu'un outil de coupe rentre dans le métal pour enlever les copeaux, ben, il y a de très grandes chances, lorsque vous avez des lamelles, que la pointe de l'outil de coupe puisse rencontrer de la cémentite. La cémentite, elle est très dure, donc elle rend plus difficile le travail de l'outil de coupe pour le détachement des copeaux. Et elle use aussi l'outil de coupe plus rapidement. À l'inverse, si vous avez cette même cémentite-là qui est plutôt sous forme de boule, ben, elle prend moins de place, ça crée des dégagements plus grands et est plus facile aussi à retirer.
Donc la lame s'use moins rapidement et les copeaux sont en même temps plus faciles à retirer lors d'usinage. Voilà. Donc pour les aciers à forte teneur en carbone, la sphéroïdite est plus facile à usiner que la perlite. Donc, dans le cas de la sphéroïdisation, on peut y parvenir de différentes façons, mais ça, je vais revenir là-dessus à un autre moment dans le cours. Parce que je vais plutôt poursuivre mon expérience avec la dernière pastille. Donc, mine de rien, là, on est en train de presque compléter le diagramme TRI de l'acier qui nous intéresse, en l'occurrence l'acier contenant 0,8% de carbone. Il nous reste une dernière pastille, et celle-ci va subir un traitement différent des autres, c'est-à-dire que on n'aura pas recours à un bain de sel, on va retirer rapidement la pastille du four pour tout simplement la plonger dans l'eau. Donc, comme il est montré à l'écran, une eau glacée, par exemple, à 0 degré C. Donc, un refroidissement instantané. Elle va passer instantanément de 780 à 0 degré C. Et là, que va-t-il se passer? Ben, la microstructure qu'on va obtenir, elle est représentée en bas. Donc, c'est très différent de tout ce qu'on a eu. C'est différent de la bénite. C'est d'autant plus encore plus différent de la perlite. Donc, dans les conditions de refroidissement très rapide, ben, si on se met du point de vue du carbone, le carbone, lui, il ne peut pas diffuser du tout. Aucune diffusion. Pourquoi? Parce qu'il fait 780 et d'un coup sec, il fait 0 degré. À 0 degré, là, le carbone, il reste dans, tous les atomes de carbone restent coincés dans leur site octaédrique. Le mouvement oscillatoire des atomes de fer n'est vraiment pas assez d'amplitude suffisante à 0 degré pour faire en sorte que le carbone puisse se déloger de leur site respectif. Donc c'est un peu comme si la porte de l'ascenseur, là, elle ouvrait là, d'à peu près 2 mm. Là. Donc vous voyez une lumière, la lumière de l'ascenseur de l'autre côté qui passe à travers la légère fente entre les deux portes, mais vous ne pouvez pas passer. Là. Donc c'est ça le point de vue de l'atome de carbone. Et donc, s'il n'y a pas de diffusion du carbone possible, il n'y a donc pas de formation de cémentite possible et non plus de ferrite possible. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va avoir dans l'acier? La structure qui en découle, que vous voyez en bas de l'écran, à droite, ça s'appelle de la martensite. Donc, la martensite, c'est ni de la perlite, ni de la bénite. Donc, je vais avoir l'opportunité de vous expliquer davantage qu'est-ce que la martensite. Donc, la transformation martensitique, il a été vu que l'atome de carbone peut être capable de se déplacer d'un site octaédrique à l'autre, à travers le réseau cubique à face centrée du fer à température élevée. Il est alors possible au carbone de diffuser et voyager à travers le réseau cristallin, comme on l'a vu précédemment. Lorsque l'acier est chaud suffisamment longtemps, pendant un refroidissement à partir de l'austenite, le carbone a le temps de diffuser et de former les phases d'équilibre, en l'occurrence la ferrite et la cémentite. Donc on voit ici là, la diffusion du carbone qui est permise par l'agitation thermique qui dure un certain temps dans l'acier, et donc le carbone, c'est possible pour lui de changer de site. Abaissement lent de température. Mais lorsqu'il y a un abaissement rapide de température et que vous avez une agitation thermique de départ, ben, le carbone, il n'y a pas le temps. Donc, ça agite, tout d'un coup, ça n'agite plus. Donc, le carbone reste coincé. Donc, le facteur temps ici, le, le, le temps est très court. Il passe instantanément ou dans un très peu de temps, l'agitation thermique est rabaissée et le carbone vraiment n'a pas le temps de quitter son site. Il demeure coincé là où il était. Donc, lorsque l'acier n'est pas chaud suffisamment longtemps, pendant un refroidissement à partir de l'austenite, le carbone n'a pas le temps de diffuser. A n'a pas le temps, il y a une faute là, il y a un A de trop, et de former les phases d'équilibre. Donc, on est très éloigné. Vous voyez là, le 723 est très loin du 0 degré C.
Et les atomes de fer ont une puissance extraordinaire parce qu'on est très profondément dans la zone de stabilité cubique centrée. Et donc, quand on met instantanément un acier à 780 et c'est-à-dire à 880 ou un petit peu au-dessus de 800 de température d'oxydation et qu'on l'abaisse d'un coup sec à zéro, les atomes de fer, ils vont être capables de se réempiler autrement. Même si les atomes de carbone, ils sont demeurés coincés là où ils étaient. Donc, l'acier est rapidement porté à une température très éloignée de la température étoctéide, fixant la frontière entre le réseau cubique à face centrée du fer et le réseau cubique centré. La stabilité du réseau cubique centré est beaucoup plus élevée que celle du réseau cubique à face centrée à très basse température, en l'occurrence à 0 degré. De sorte que la transformation allotropique du fer se produira sans attendre une quelconque diffusion du carbone. Vous voyez, l'austenite, là, j'ai oublié par contre de représenter les atomes de carbone dans l'austenite, mais ce qu'on va assister, la transformation qui a lieu, elle est bien représentée dans l'image du bas, là, où vous avez l'austenite de départ, qui est à 780-800 degrés C, et instantanément, regardez ce qui se passe, les atomes de fer, vous voyez que l'empilement est différent. L'empilement peut vous apparaître comme étant cubique centré, ça y ressemble, c'est presque identique, mais c'est différent. Parce que vous êtes en mesure de voir dans mon dessin que c'est pas un cube, tout à fait. Vous voyez que les atomes c'est pas un cube, c'est un parallépipède. Donc la transformation martensique, les atomes de carbone sont coincés dans les sites octaédriques. Nous avions vu que le diamètre de l'atome de carbone est légèrement plus grand que la taille du site octaédrique, généré par les atomes de fer empilés en cubique centré. Mais pour que le carbone puisse s'y insérer ou y demeurer, il doit absolument déplacer quelque peu les 6 atomes de fer autour de lui pour agrandir le site octaédrique. Parce qu'on se rappelle que le diamètre du carbone est légèrement plus grand que le site octaédrique du réseau cubique centré. Et puisque les atomes de fer sont en contact avec leurs atomes voisins, ce déplacement implique aussi de pousser et déplacer les atomes voisins de l'autre côté, et ainsi de suite. Ce qui rend donc impossible la possibilité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, qu'un deuxième atome de carbone puisse aussi occuper un site octaédrique à proximité du premier dans le réseau cubique centré du fer. Donc, si un atome de carbone placé au centre comme ça a dû pousser les 6 atomes de fer vers l'extérieur, qui eux, à leur tour, se font pousser par leurs voisins et ainsi de suite, il est difficile de s'imaginer qu'un deuxième atome de carbone puisse se loger à son tour, pousser les atomes de fer un peu plus loin, qui eux sont déjà poussés par le premier. C'est la raison pour laquelle la ferrite est capable de dissoudre très peu de carbone. La présence d'un seul atome de carbone dans le site octaédrique empêche l'occupation d'un autre atome de carbone dans un autre site octaédrique à proximité. Comme ça ici. Donc, pas capable. Parce que les atomes de fer voisins, qui eux délimitent la frontière de d'autres sites octaédriques plus loin, ils se sont fait déjà comprimer et tasser. Ils vont refuser de se tasser encore plus pour un autre atome de carbone voisin. Mais, si ce deuxième atome de carbone était déjà présent dans ce site, lorsque les atomes de fer étaient empilés en cubique à face centrée, donc situation où le carbone, on était dans l'austenite, à haute température, tous les carbones étaient dans les sites octaédriques qui sont spacieux, qui sont plus grands que l'atome de carbone, et là, tout d'un coup, ces atomes de carbone-là se retrouvent dans des sites octaédriques d'un réseau qui ressemble qui devrait être cubique centré. Donc, l'atome de carbone ne pouvant diffuser,
parce qu'on est rapidement à basse température, qu'est-ce qui se passe? Les atomes de fer, donc, deviennent extrêmement comprimés. On a un deuxième atome de carbone qui est pas loin, qui lui était déjà là, mais qui se retrouve dans un site octaédrique. On se retrouve avec une situation où on a deux atomes de carbone voisins dans des sites octaédriques voisins, ce qui est du point de vue géométriquement impossible. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les atomes de fer vont être obligés de tenir compte de la présence forcée de plusieurs atomes de carbone maintenus dans les sites octaédriques. Et ce qu'ils vont faire, c'est que les atomes de fer, dans une direction donnée, vont changer leur position. Donc, pour s'accommoder de la présence forcée de tous les atomes de carbone en solution solide par insertion, les atomes de fer vont se déplacer dans une direction. Bien, ils vont changer leur position. Ils ne vont pas diffuser, là. Ils vont tout simplement se déplacer quelque peu, comme il est montré à l'écran. Donc, on voit ici là, le déplacement, la position d'origine représentée par des ronds pointillés noirs, correspondant au réseau cubique centré, et les atomes de fer, pour tolérer la présence forcée de plusieurs atomes de carbone maintenus en état de sursaturation dans les sites octaédriques, pour faire en sorte que les sites octaédriques soient au minimum de la même taille que les atomes de carbone, ben, ils vont devoir se tasser pour augmenter la taille des sites octaédriques. Et ce que ça donne, en métallographie, cette structure-là, ça donne ça à l'écran. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les métallographies de martensite. Donc, ce sont des lignes qui se croisent. Ce sont ce qu'on appelle des lignes de maclage. Donc, c'est une microstructure en aiguille, la martensite. Très facilement reconnaissable. Donc, la transformation martensitique débute lorsque la température atteint un certain seuil. Là, je vais juste prendre le temps de regarder où j'en suis rendu dans mon temps, parce que je ne veux pas non plus dépasser. Je vais m'arrêter là. On va poursuivre plus tard.